Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO France. Bonjour. Bonjour. Professeur également d'économie à la Sorbonne. On parlait juste avant de cette possible suspension, ou pas, on le saura demain, lors de la déclaration de politique générale de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Comment réagiront les marchés financiers, notamment les taux souverains français, si demain François Bayrou annonçait une suspension immédiate, différée de cette réforme des retraites? Est-ce qu'ils pourraient prendre peur, ces investisseurs étrangers, et pas seulement, face à une espèce de détricotage de la réforme des retraites? Alors non, malheureusement, je pense que l'impact sur les marchés financiers sera assez limité, parce que le vrai impact aujourd'hui sur les marchés, c'est le fait de ne pas avoir de budget et la prévision pour les marchés de ne pas avoir une situation politique stable pour les 3 prochaines années. C'est ça qui explique... Une suspension de la réforme des retraites, c'est 3 milliards d'euros de plus. Oui, mais le problème, c'est que ça ne règle pas le problème de fond. Ce que veulent les marchés, c'est un plan de désendettement clair, fixe, sur 10 à 15 ans pour avoir un déficit à 3%. D'avoir une suspension. Ça n'irait pas le bon sens. Bah, à mon sens, je ne dirais pas que c'est des gens anticipés, mais les marchés pensent qu'on sera dans cette instabilité pendant les 3 prochaines années. Donc là, on a des tricotages, on pourra avoir des tricotages d'autres choses, on pourra avoir des hausses d'impôts, on est dans une instabilité. Donc votre question, est-ce qu'il va y avoir un impact? Il pourrait y en avoir un ponctuel, mais à mon sens, la situation de hausse des taux est beaucoup plus globale et macroéconomique, et ça, c'est juste un élément qui vient montrer qu'on est dans une période d'instabilité. Donc pas d'inquiétude si demain François Bayrou annonce une suspension? Parce qu'on reste dans une situation d'inquiétude. La situation d'inquiétude, c'est qu'en effet, c'est plutôt la corollaire et les conséquences de ça. C'est-à-dire que s'il y a une suspension, ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de censure, mais est-ce qu'on aura vraiment un budget de désendettement? Et c'est ça le sujet qui va inquiéter les marchés. À mon sens, ce n'est pas uniquement ce problème de suspension de la réforme des retraites. C'est un élément, mais ça n'explique pas le problème de fond qui inquiète aujourd'hui les marchés. Ouais, on n'aura pas de censure, mais on aura un budget pas très ambitieux en matière de réduction des déficits. Exactement, et c'est ça qui va inquiéter beaucoup plus. Bon, et avec une France qui est à l'arrêt économiquement, je veux dire, entre la demande qui est en berne, les incertitudes politiques, on a des chefs d'entreprise qui, on l'entend bien, suspendent leurs projets d'investissement, leur embauche. Et donc, on se dit que le résultat, c'est que ça intéresse tout le monde, le taux de chômage va augmenter. Alors oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment ce qui est très préoccupant et c'est ce dont on ne parle pas du tout assez. Nous, on fait de la prévision économique, on en avait parlé ensemble. On était à 1,2% cette année. On a revu notre prévision de taux de croissance. On a vu notre prévision à la baisse, justement, à 1%. Oh, mais c'est encore très élevé, ça. Non, vous pouvez regarder encore une fois le consensus sur les autres, tout à fait, comme d'habitude. Et pourquoi on a fait cette baisse et comment on explique qu'on est sur ralentissement? Alors bien évidemment, on a, et c'est ça qui est quand même rageant, si on peut dire, une consommation des ménages qui se reprend. On était à 0,9 l'année dernière, on devait être à 1,3 cette année. Donc on avait plutôt un beau fixe sur la consommation des ménages. Par contre, on avait un investissement, notamment des entreprises, qui avait de nouveau une contribution positive cette année en 2025, après une contribution négative à moins 1,7 l'année dernière. Et donc cette contribution positive fait qu'on devrait avoir 1,2% de croissance. Et donc, plus vous avez de croissance, plus vous désendettez. Donc vous connaissez les corrélations. Vraiment cette contribution positive? Ce qui se passe, c'est que, non, avec justement ce qui se passe et la crise politique qui a été provoquée, vraiment d'une manière franco-française, eh bien cet investissement des entreprises, qui devait repartir cette année en contribution positive, sera en contribution négative, à moins 0,5%. Et c'est seulement l'année prochaine, avec des guillemets, on va avoir une contribution positive. Donc on voit que cette crise a une conséquence directe forte, c'est qu'elle fait perdre 0,2 points de taux de croissance. Je vous fais le pari qu'on sera en 1% de croissance. Alors voilà, on va voir après ce qui se passe. Il y a 2-3 mois, pour l'instant, on est ça. J'étais en dessous. Je pense vraiment... Souvent, vous êtes plus en dessous. Mais quand on regarde historiquement, du terrain, oui, mais il faut aussi regarder les chiffres. Il y a aussi des chiffres macro. Et il n'y a pas que ça, parce que ce que vous dites, c'est les remontées du terrain. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. On en a parlé pendant 3 ans, chaque jour, qu'on respirait, qu'on ouvrait la télé, du pouvoir d'achat. L'année prochaine, cette année et l'année prochaine, il faut le dire, les salaires augmentent plus vite que l'inflation. Donc c'est une nouvelle quand même qu'on devrait voir écrite partout en rouge, puisque pendant 3 ans, on a vécu matin et soir pour le pouvoir d'achat. L'année prochaine, on regagne du pouvoir d'achat. 1,2 cette année, l'année dernière, pardon. 1,2 l'année dernière et cette année 0,5 parce qu'on aura moins d'aide, notamment avec les coupes budgétaires. Donc on regagne du pouvoir d'achat parce que les salaires augmentent plus que l'inflation. C'est quand même la bonne nouvelle qu'on devrait mettre en avant. Le fait d'avoir justement ce fort ralentissement de l'inflation devait enclencher justement, il va continuer une baisse des taux d'intérêt et donc une amélioration de l'investissement. Vous avez vu ce qui se passe sur le souverain français à 10 ans? Tout à fait, mais c'est ce qui devait, oui, mais c'est pour d'autres raisons dont on a parlé, notamment la crise politique. Mais si on n'avait pas eu cette crise politique, on devait avoir une baisse des taux d'intérêt qui devait continuer et donc une amélioration des financements des entreprises. Donc on était vraiment dans une année, cette année, de reprise.
une situation qui devait s'améliorer. Et à cause de la crise politique, encore une fois, franco-française et provoquée par les politiques seuls, eh bien, on reste dans cette situation. Avec une tendance de fond aussi, parce que les taux souverains, on en parlera après, remontent partout dans le monde, enfin, oui, le monde européen en tout cas et américain. Et ça à cause des risques qu'on connaît géopolitiques. Le 3,40 sur le 10 ans français à 3,40%, c'est 50 points de base de plus qu'il y a quelques mois. Hein, donc c'est pas rien non plus. On commence maintenant à se dire, attention, la zone rouge. Non, c'est zone rouge et ça va continuer. Ce qui est très compliqué avec ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas du tout dans un cas à la grecque 2010, des dettes souveraines, pardon, on n'est pas du tout dans cette situation. Par contre, ce qui se passe, c'est le risque, ce que j'appelle d'une mort lente à l'italienne. C'est vraiment ça le risque. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on va avoir notre taux d'intérêt, donc de refinancement qui va continuer d'augmenter. Jusqu'où ? Alors après, là, voilà, on ne peut pas le dire. Ce qui se passe, c'est qu'on est quand même dans la zone euro, qu'on a des mécanismes qu'on n'avait pas avant. On a le MES, on a la Banque Centrale Européenne. Donc, bien évidemment, on n'est pas seul et jamais la Banque Centrale laissera la France partir. Ça, c'est tout à fait évident. Mais par contre, on peut avoir des augmentations de taux qui soient assez conséquentes. Et le problème, c'est qu'on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur un budget efficient. Donc, avec cette situation, eh bien, vous allez toujours payer plus pour votre dette. Et donc, bien sûr, ces investissements-là, c'est de l'investissement en moins ailleurs. Et c'est ça le problème de fond. Mais c'est sûr que politiquement, c'est peu vendable, puisqu'aujourd'hui, le politique se base uniquement sur le pouvoir d'achat et sur la consommation, et préfère sacrifier l'investissement et donc la croissance de demain est potentielle, plutôt que de faire des réformes. Anne-Sophie, sur l'histoire du taux de chômage en France, on est à 7,4 Oui, 7,8 l'année prochaine dans nos prévisions, une augmentation du taux de chômage. On reste en dessous de... Pardon, excusez-moi, 2025, je suis encore en 2024. On a passé le cap. Ça fait 15 jours. Oui. Je vais encore passer le cap. Donc non, on y est, 7,8 cette année, 0,4 points de plus. Alors pourquoi ? Deux éléments. Déjà parce que vous avez des emplois, un petit peu comme ce que l'on voit sur les défaillances d'entreprises, qui avaient été financés notamment par le fameux quoi qu'il en coûte. On est surendetté, l'argent est quand même allé quelque part. Et donc comme vous avez un ralentissement de la croissance, et bien, ces emplois, souvent dans les services plus précaires, d'auto-entrepreneurs, vont avoir tendance à disparaître. Donc vous allez avoir une partie de destruction d'emplois. Et puis l'autre élément, vous l'avez très bien dit, les entreprises sont dans une situation attentiste. Donc des embauches qui devaient se faire, notamment dans le secteur privé, ne vont pas se faire parce qu'on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de budget, notamment en termes de fiscalité. Donc ces deux éléments font qu'on est en effet sur une tendance de hausse du taux de chômage cette année à 7,8. Comment on redonne confiance ? Ça paraît décalé au moment, évidemment, alors qu'on est en plein brouillard politique, mais comment on redonne confiance aux chefs d'entreprise, aux Français? Comment il faut redonner de la visibilité? Comment on sort par le haut? Parce que les ménages qui n'achètent pas une bagnole, qui ne financent pas un nouveau projet immobilier, les entreprises qui n'agrandissent pas une usine, c'est une France qui est à l'arrêt. La France est à l'arrêt économiquement aujourd'hui? Alors, pas à l'arrêt, parce que comme je vous dis, normalement, la consommation des ménages devrait se reprendre par rapport à 2024. Au niveau du commerce extérieur, on devrait avoir une contribution légèrement positive. Donc, on était dans une tendance, encore une fois, qui était haussière. À l'arrêt, on l'a dit pour les investissements, donc pour les entreprises. Non, la France n'est pas à l'arrêt économiquement. Non, la France n'est pas à l'arrêt économiquement. Là aussi, il faut encore toujours se baser sur les chiffres et les données. Donc non, la France n'est pas à l'arrêt. Par contre, en effet, elle est attentiste. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on loupe plutôt le retour et la reprise de croissance qu'on aurait dû avoir, donc le fait d'accélérer, de se désendetter dans une situation économique favorable, c'est ça en fait qu'on loupe. Donc là, on est dans une situation d'attentiste où on va essayer de garder nos 1% de croissance, et vous l'avez dit, peut-être qu'on sera en dessous, mais surtout on sacrifie l'investissement des entreprises. Donc c'est ça vraiment... Ce scénario-là de croissance à 1%, il est quand même basé sur des taux de la baisse des taux de la BCE qui baissent les taux courts, mais les taux longs qui financent l'économie française, et partout d'ailleurs dans le monde aussi, plus ou moins à des degrés plus ou moins forts, ça ne nous dit pas la même chose. Encore une fois, avec un taux à 10 ans français qui sert encore une fois d'indexation pour les crédits aux entreprises, pour les crédits aux particuliers, la baisse des taux de la BCE, on ne la voit pas. Oui, alors on l'a vu jusqu'à présent, mais on risque de plus la voir. Deux choses sur le financement des entreprises, quand vous regardez, que ce soit les enquêtes ou même les données, ou par exemple ce que fait le très bon travail de la Banque de France sur l'Observatoire des entreprises, vous voyez que vous n'avez pas aujourd'hui, sur le courant, de problèmes de financement massif des entreprises, ce que j'appelle sur le courant. Par contre, quand il s'agit d'avoir en effet des financements sur l'innovation, sur des choses de rupture, là, il y a des problèmes de financement. Mais sinon, sur le courant, vous n'avez pas d'explosion. Et même dans les fameuses défaillances d'entreprise, il faut toujours se baser par rapport au chiffre de 2019 pour comprendre s'il y a des défaillances ou pas. 60 000 entreprises qui ont été aidées qui n'auraient pas dû l'être. Et c'est vrai que ces entreprises vont continuer de mourir l'année dernière et également cette année. Donc, on est plutôt dans une correction, ce que dit même la Banque de France. Pour une entreprise qui meurt, vous en avez 6 qui sont créées. Donc là aussi, le problème de ce qu'on connaît politiquement aujourd'hui, ça risque d'arrêter
cette tendance qui était plutôt là aussi haussière pour les entreprises. Et sur les taux, là aussi, bien évidemment qu'on s'attendait à des améliorations de conditions de financement plus favorables, mais encore une fois, aujourd'hui, sur le courant, il n'y a pas de problématique. Et la bonne nouvelle, c'est vraiment le ralentissement de l'inflation. J'insiste encore une fois dessus. Et comme on a ce ralentissement de l'inflation, et notamment pour le secteur industriel qui est en difficulté, une baisse des coûts, matières premières, énergie, eh bien, c'est avec ça, on le voit sur les taux de marge des entreprises, que vous êtes plutôt là aussi dans une normalisation, c'est-à-dire que les taux de marge d'entreprise reviennent au niveau de 2019. On verra s'il y a pacte ou pas de non-agression, non-censure entre le gouvernement Bayrou et la gauche, mais on se dit que plus le blocage politique français va durer, plus le risque d'une crise sur les marchés financiers et sur la dette française augmente. Et rien n'indique qu'une tempête financière soit imminente, ce n'est pas mon sujet, mais dire que plus on est dans cette incertitude, plus à un moment ça peut déraper. En fait, ce qui se passe, à mon sens, c'est beaucoup plus un problème de décrochage à moyen long terme de la France qui va continuer à s'accélérer et un phénomène de paupérisation, notamment par rapport aux pays nordiques et notamment par rapport aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est comme vous l'avez dit très justement, comme politiquement l'investissement, la dette n'est pas quelque chose de vendable, on va continuer de tout baser dans notre économie sur la consommation des ménages avec des politiques de chèques ou des politiques budgétaires. Je rappelle, normalement, la politique budgétaire, quand vous avez une crise, elle est ponctuelle et quand la situation s'améliore, eh bien on retire la politique budgétaire. Voilà. C'est ça le but. Pour se redonner des marges de manœuvre, le jour où il y aura une nouvelle crise. La situation s'améliore, on l'a dit, augmentation des salaires, ralentissement de l'inflation, baisse des taux d'intérêt. Donc normalement, les situations et les indicateurs macroéconomiques expliquent qu'on doit arrêter d'avoir une politique budgétaire aussi expansionniste. Comme personne n'a de courage politique pour le faire, on continuera et on continuera de tout miser dans notre modèle de croissance sur la consommation et la consommation des ménages, toujours en sacrifiant l'investissement. Et comme vous l'avez dit, on aura des problèmes budgétaires, parce qu'il faudra faire des coupes à droite, à gauche. Et bien, ce que l'on sacrifiera, c'est la recherche, l'innovation, c'est tout ce qui est investissement d'avenir. Parce que ce qu'on voudra, c'est assurer le chèque et assurer une politique de consommation des ménages. Et donc, c'est ça qui expliquera qu'on aura un décrochage. Donc, ce qui va se passer, c'est que voilà, il ne va pas y avoir de révolution demain, on ne va pas être en faillite, en banqueroute, etc. Mais on va sacrifier nos investissements d'avenir. À l'italienne. Et comme on l'a fait dans la désindustrialisation qu'on a fait depuis 20 ans, eh bien, notre PIB par tête va continuer de décrocher par rapport aux autres pays européens et notamment par rapport aux États-Unis. Et c'est vraiment ces investissements et cette valeur ajoutée d'avenir que l'on va sacrifier. La France se finance toujours tranquillement sur les marchés, même si les taux souverains ont augmenté. Est-ce que Bercy a un peu plus de difficulté à placer la dette française, vous le savez ou pas? Il paraît que quand on regarde l'offre et la demande, les ratios sont moins favorables qu'avant. Il y a toujours de la demande, mais il y en a moins qu'avant. Forcément, parce qu'on a toujours cette fameuse crise politique. Donc ça ne va pas changer. Mais aujourd'hui... c'est pas un signe précurseur avant-courant de voir qu'il y a toujours de la demande pour la dette française de la part des investisseurs, mais il y en a un peu moins. Il y en a un petit peu moins, mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une banqueroute, on ne va pas être dans cette situation, mais les conditions de financement vont se durcir et seront de moins en moins favorables à la France. Ça, c'est vrai. Mais on ne va pas être dans une banqueroute où demain, on ne trouvera plus personne pour acheter. Mais les conditions seront moins favorables. Après, les tensions sur les marchés obligataires, on en parle maintenant depuis quelques jours sur Boursorama. Ce n'est pas lié uniquement à la France. La France qui a ses propres problèmes et qui explique effectivement les hausses des taux sur la dette souveraine française. Mais on le voit au UK, au Royaume-Uni. On est au plus haut depuis 20 ans sur la dette les taux à 30 ans. On le voit aux États-Unis, on le voit partout en Europe et aux États-Unis. Voilà. Est-ce qu'il y a matière aussi là, un peu à s'inquiéter? Alors, je dirais oui, mais là, c'est vrai que ce sont pour des raisons qui sont vraiment globales et qui dépassent juste l'économie. Bien sûr qu'il y a l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Alors, bien évidemment, on l'a vu aux États-Unis, c'était très apprécié par les marchés, ça a été économiquement très favorable et la situation économique aux États-Unis est incroyable. Donc, on est dans ces tendances-là. Par contre, là aussi, il y a toujours derrière cette élection tout de même un risque d'incertitude. On voit la multiplication de crises politiques en Corée du Sud, au Canada, des pays où il n'y a normalement aucune crise politique et où il n'y a absolument aucun problème. Donc, il y a vraiment l'idée de se dire, attention, peut-être qu'on rentre vraiment dans une zone de turbulence politique globale qui ne touche pas uniquement les pays émergents ou de petits pays, mais vraiment les pays industrialisés. Et donc, ça peut avoir un impact important sur les conditions de financement. Et c'est vrai que c'est cette petite musique, à mon sens, que l'on voit au niveau global monter au niveau des marchés. Et on entre là aussi en zone rouge ? Que ce soit aux États-Unis avec 4,70% sur le 10 ans américain, que ce soit
pas en zone rouge, et bon, on l'a dit, la situation américaine extraordinaire économiquement, hein, et on ne peut que le saluer quand on voit les chiffres. Par contre, ce qui se passe, et notamment, hein, c'est aussi intéressant pour la dette américaine, on le voit, hein, notamment les Chinois, hein, qui achètent massivement cette dette, achètent mais toujours moins. Donc on voit que ces questions de financement et de dette, c'est un peu la théorie que j'ai essayé de développer, hein, quand j'appelle de mes voeux la régionalisation de cette mondialisation. Cette régionalisation n'aura pas lieu que dans les échanges commerciaux et dans le commerce international. Elle aura lieu partout, y compris sur les conditions financières. L'objectif aujourd'hui de la Chine et de beaucoup de pays émergents, hein, c'est vraiment de s'émanciper de cette tutelle du dollar pour peser économiquement. Et donc, on le verra avec également. Un dollar qui est de plus en plus fort. Exactement, avec la Chine qui a ce pouvoir, hein, plus ou moins, d'acheter de la dette américaine et qui aujourd'hui, eh bien, va peut-être réduire ses achats. Elle est aussi assise sur des tombereaux de dollars et donc c'est pas son intérêt. Tout à fait. Mais en tout cas, ce dollar-là c'est toujours ça, c'est un rapport de force, c'est de dire je peux acheter moins, je peux créer des tensions. Donc on va vraiment entrer dans cette période, je dirais pas de guerre froide, hein, on n'en est pas là, c'est pas la même période, mais en tout cas de tensions camouflées, que chaque pays essaie de jouer sa carte, et ça va continuer. On ne le verra pas encore une fois sur le commerce ou les échanges économiques classiques, mais on le verra dans tous les domaines, y compris sur la finance, y compris sur les relations d'investissement, on le verra vraiment dans tous les domaines. Allez, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Anne-Sophie Elsif, chef économiste de BDO France, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.